Très bien. Allez, vous êtes nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à vous à ce tout premier numéro de votre magazine Écho de l'école de communicateur. Vous le savez, c'est un magazine qui permet aux jeunes de pouvoir décrypter l'actualité sociopolitique en République démocratique du Congo. Vous savez, l'investiture du gouvernement Souminoa a eu lieu, mais il faudrait retenir que Madame Judith a parlé d'un budget de 9,92,6 milliards en 5. Elle va mobiliser justement en 5 ans et aussi 6,4 millions d'emplois. Comment le gouvernement Souminoa va-t-il s'y prendre justement pour question de pouvoir réaliser toute cette promesse? Aussi la question liée à la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour apporter de solutions? Jean-Pierre Bemba qui était là a été remplacé par messieurs Modian Vita. Jean-Pierre Bemba qu'on croyait c'est celui-là qui pourrait justement apporter une solution, a été remplacé comme ça. Est-ce que monsieur Modian Vita va justement apporter la solution? Parce que j'aurais appris que le jour de l'investiture, monsieur Modian Vita est allé s'incliner devant la tombe de papa Étienne Tshisekedi en télé, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que pour lui demander la sagesse ou l'intelligence, question de pouvoir gérer bien le ministère de la Défense, c'est une question. Aussi, qu'en est-il de la stabilité du taux de dollar en République démocratique du Congo? Parce que vous savez que le gouvernement Souminoa a parlé des 6 piliers qui sont notamment la création d'emplois, la stabilisation de dollars, la sécurité et puis après la défense. Comment le gouvernement Souminoa va travailler le plus vite que possible, parce que les attentes de Congolais sont énormes. Ils sont avec moi. Monsieur Jonas Champa, il est porte-parole de l'école de communicateurs. Monsieur John Sassongo, il est porte-parole du parti politique Force de Patriotes de monsieur honorez-vous là. Nous avons monsieur Exaucé qui est analyste indépendant des questions politiques. Avec ces 3 jeunes, nous allons réfléchir autour de ces sujets combien importants. Je commence à ma droite avec monsieur Jonas Champa, bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes porte-parole de l'école de communicateurs de l'UFRANS Kessa. Vous avez 7 minutes pour nous donner votre lecture sur d'abord l'investiture du gouvernement, et au cours de vos 7 minutes, je vais vous relancer avec 2 questions. Merci beaucoup Nathan pour cette invitation, parce que ça fait beaucoup de temps que je ne suis pas passé sur les antennes de CML13. C'est l'opportunité pour moi de saluer aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Au fait, c'est une nouvelle qui est arrivée. Il fallait que les gouvernements soient investis parce que c'était déjà une urgence, et que ceci étant fait, il ne reste que l'équipe puisse se mettre au travail pour enfin commencer, pour enfin relever les défis pour lesquels ils sont venus justement au pouvoir. Très bien. Alors, nous allons dire que ces gouvernements étant investis, ce qu'il faut comprendre est que l'État moderne est une entreprise politique à caractère institutionnel. Et toutes les institutions ont besoin des ressources humaines pour leur fonctionnement. Et la réussite ou l'échec d'une institution est tributaire à la qualité des ressources humaines, à la qualité tant du personnel administratif que politique recruté. C'est comme ça que pour espérer à la réussite ou pour espérer à la réussite du gouvernement, il y a des principes qui doivent être établis, et parmi lesquels cette réussite est tributaire. 1. À la compétence, qui requiert la formation et l'expérience professionnelle. 2. Vous avez les principes d'adaptabilité, c'est-à-dire que lorsqu'on vient au pouvoir, on doit s'adapter, on doit adapter les milieux par rapport à sa vision, cette vision qui est celle de propulser les changements progressifs et non les changements régressifs. C'est là les principes. Et donc, est-ce que vous pensez que le principe de la compétence a été respecté quand vous voyez justement les différents ministres qui ont été nommés au sein de ce gouvernement? Bon, quand vous dites si ça a été ou pas respecté, au fait, j'ai pas lu les cursus universitaires ou les niveaux de formation de tous ces ministres, mais que je sache, sous peu, nous allons avoir déjà l'éclairage sur la compétence ou non qu'ils auraient. Alors,
C'est-à-dire que lorsqu'ils vont se mettre au travail, c'est par là qu'on va examiner. Parce que justement, non, les vrais... Il y a certains qui sont revenus. Il y a plus de 15 ministres du gouvernement qui sont revenus, qui ont géré. Et vous connaissez justement c'est quoi le résultat de ce qu'ils ont produit pendant qu'ils étaient avec Sama Lukonde comme Premier ministre. Ok. Là, je ne vais pas ici citer le nom des gens, mais... non, mais c'est important qu'on puisse parler. Exactement. J'en arrive. Allez-y. Je sais où vous m'amenez, j'arrive. Il y a ceci. J'ai posé ici les principes fondamentaux. À vous maintenant de confronter ces principes par rapport aux profils qui ont été nommés pour savoir si ces gens seront ou pas capables. Je vous donne un exemple. Vous vivez dans un environnement où il y a une insécurité perpétuelle. Vous vivez dans un environnement où il y a la boue, il y a des érosions, ainsi de suite. C'est à vous de faire en sorte que vous puissiez éliminer ces érosions. Faute de quoi, c'est l'environnement qui va vous engloutir. C'est comme ça que je vais parler du principe d'adaptabilité. Très bien. De deux, lorsque quelqu'un a déjà été aux affaires et qu'il est employé dans un secteur et que dans ce secteur-là, on constate qu'il n'a pas produit ce pourquoi il a été, les permettre pour un autre secteur, je trouve ça un problème sérieux. Je parlais ici, j'ai parlé de l'entame de cette émission, je parlais de Jean-Pierre Bemba qui était ministre de la Défense. On se disait, Jean-Pierre Bemba, un ancien chef de guerre, on se disait, il pourrait quand même essayer d'apporter une solution à ce secteur, mais malheureusement, on les change. On les transfère justement, je ne sais pas si c'est un mercato gouvernemental, on les retrouve au ministère du Transport. Nathan, au-delà du fait d'être porte-parole de l'école des communicateurs, je suis d'abord chercheur en communication. Très bien. Par là, je vous ai dit ici que la réussite ou l'échec d'une entreprise est tributaire au recrutement. Et le recrutement, ici, fait appel à la compétence. Dans la compétence, vous avez la formation professionnelle, vous avez la formation et l'expérience professionnelle. Si vous prenez la formation que les personnes que vous citez ont reçue, est-ce que c'était une formation calibrée sur la défense et la sécurité? Je dirais non, Jean-Pierre Bemba, parce que... Non, c'est vous qui répondez. Là, c'est vous qui répondez, c'est pas moi. Parce que nous savons que Jean-Pierre Bemba a fait l'économie. C'est ce que nous savons. Alors, par là, c'est comme ça que j'ai posé les principes. Et à vous maintenant de calquer ces principes que j'ai posés sur les profils de chaque ministre pour vous attendre à la réussite ou non. Parce que certes, il y a des ministres qui vont certainement réussir dans leur secteur, ceux qui ont la formation requise et qui ont de l'expérience pour changer les choses. Certainement, ils vont réussir. Mais là où on n'a pas respecté ces principes, c'est là où ça poserait problème. Alors qu'on sait que tout est prioritaire dans ces pays, et vous étalez sur tout, ça risquerait de poser problème parce qu'il y a des priorités et les priorités des priorités. Alors, sur base de cela, il y a ceci, Nathan. Vous savez que le gouvernement est très vaste. C'est 54 ministres. Dans les 54 ministres, vous avez au moins 6 vice-premiers ministres. Quand on parle de 6 vice-premiers ministres, ça inclut les véhicules. Vous avez donc les cortèges pour ces 6 vice-premiers ministres. Il y a le carburant qu'il faut dépenser. Il y a les traitements qu'il faut réserver à ces agents. Il y a tout cela. Dites-moi aujourd'hui, lorsqu'un agent de l'État va en mission de service, par exemple, ou soit lorsqu'un ministre voyage avec une équipe de 50 personnes, lorsqu'on leur donne de l'argent pour les traitements, pour la restauration, ainsi de suite, est-ce que vous pouvez aujourd'hui me dire, Nathan, vous pouvez me dire, c'est quoi l'investissement qui est fait et qu'est-ce que l'État gagnerait? Par là, on sous-entend, ceux qui sont sur le même diapason avec moi, ils comprennent déjà qu'il faut la réduction du train de vie des institutions. Très bien. C'est là, pour économiser. Parce que dans un pays où vous avez posé un problème de la mobilisation de recettes, 92,6 milliards de dollars dans 5 ans. Voilà. Si vous divisez par 5, déjà c'est pas par 5, le gouvernement doit travailler 4 ans, parce que cette année déjà, la période de mobilisation des recettes, c'est de janvier jusqu'au mois, je pense au mois de juin. Alors, ici, cette période étant dépassée, on attend seulement l'année 2025. Déjà, il faut oublier. Donc, il faut oublier l'année 2024. Déjà, il faut oublier parce que le gouvernement ne ferait pas grand-chose. Très bien. Là, il faut attendre le budget
2025 qui sera présenté justement à la session de septembre. Là maintenant, ça pose problème sur la mobilisation des recettes pour atteindre justement les plafonds fixés en 5 ans par la madame la première. Je vais chuter. Terminé en 1 minute. Madame la première ministre. Et donc, à partir de ces moments-là, on comprend déjà que dans un pays où les gens ont encore peur de la TVA, les gens font les commerces à la soviète, il y a des gens qui vendent et qui ne payent pas de taxes et impôts à l'État. Il faut que les gouvernements puissent tabler sur le marketing social pour amener la population à comprendre qu'il y a une grande nécessité dans le paiement des impôts et ce sont ces impôts qui vont faire en sorte que le gouvernement ait des moyens à même de pouvoir développer les pays. Et ces impôts qui sont payés ne doivent pas aller dans les poches des gens. L'argent doit être irrigué dans la caisse de l'État pour profiter à tous les Congolais. Très bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct de CML 13 Télévision, je l'ai dit dès l'entame de cette émission, c'est un magazine de jeunes. Vous êtes également jeunes. Venez, on va discuter sur le pays. Alors, ils ont pratiquement une vingtaine d'années. En tout cas, c'est ce que moi je vais du rajeunissement de la classe politique. Ils sont intelligents, ils ont fini les études, ils sont intelligents. Pourquoi ne pas remplacer les gens d'Issy Moussa qui, je ne sais pas, on sait que moi j'appelle le Kodia. Ils sont là depuis que nous étions encore élèves avec de culottes. Ils étaient ministres, ils étaient gouverneurs pour certains, mais ils continuent toujours à l'être aujourd'hui. Pourquoi? Pendant que ces jeunes, très intelligents comme ça, finissent l'université et ne savent pas comment gérer le pays parce qu'ils en ont justement la compétence. Il est avec moi, Monsieur John Sassongo, depuis, je dirais, la fin de la campagne électorale. Il n'est plus passé par ici, mais il est là aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à vous. On parle de la sortie de gouvernement, de l'investiture du gouvernement avec un budget comme ça de 92,6 milliards en 5 ans et 6,4 millions d'emplois. Est-ce que le gouvernement souminois sera capable de réaliser en tout cas toutes ces promesses? Merci Nathan pour la question. Je commence par saluer les amis co-débatteurs sur ce plateau. En l'occurrence, Exaucé, mon ami... Exaucé qui est là? Exaucé et Johanna. Et Jonas, vraiment. Je suis très content, surtout pour la pertinence de ces interventions autour de cette question que vous avez posée. Mais permettez-moi, Nathan, avant de répondre à cette question également, qui est d'une extrême importance, faire observation de certaines irrégularités qui sont intervenues dans la composition et la mise en place de ce gouvernement. Les irrégularités, vous en parlez, monsieur Jonas. Je parle des irrégularités. Parce que vous savez, bien que nous sommes tous de l'Union sacrée, ou nous sommes communicateurs de l'Union sacrée, nous sommes de la nouvelle classe politique et nous sommes de ceux qui prennent les valeurs. Et les valeurs que nous prenons se reposent sur des principes qui sont établis, que nous devrons scrupuleusement observer dans chacune des actions que nous pouvons mener. Vous savez, il y a eu certainement des irrégularités que je vais vous démontrer sur ce plateau. D'abord au niveau de la nomination, vous devez comprendre que la constitution de notre pays est très claire sur la question de la mise en place du gouvernement ou de chefs de différentes, des animateurs de différentes institutions. Attends, parce que vous parlez des irrégularités. Monsieur John Tasson, attendez, je vais justement vous poser la question, parce que je vous ai présenté comme porte-parole du parti politique Force de Patriotes de mon aîné, de Monsieur Honoré Voula. Comment il se porte déjà? Parce qu'on attendait qu'il soit quand même ministre de la Jeunesse, mais après on a senti que c'était une dame. Comment il se porte après tout ce qu'il a fait pendant la campagne électorale? Le président de la République a atterri à Luisa pendant que certains disaient qu'il ne pourra pas arriver. Mais on aurait voulu mobiliser. Le président de la République est arrivé là. C'est vrai, il a battu campagne. On aurait appris qu'il a été comme ça injustement surpris par ce qui a été concocté par le cacique de l'Union sacrée, comme quoi Honoré Voula ne pourrait pas être élu. Et puis après, il a continué son combat. Mais après, on attendait qu'il soit quand même ministre de la jeunesse. Et comment il se porte après avoir subi tous ces chocs-là? Honoré va très bien et sa santé évolue de manière positive, monsieur Nathan, vous pouvez en être sûr. Il va très très bien. Comme vous le savez très bien, c'était vraiment un choc. Un choc parce que c'est que nous avions vécu à Luisa, à travers cette organisation d'élection qu'on avait organisée par la CENI, et les résultats que nous avions reçus ici de bureau de vote, à travers les procès-verbaux que nous avions récupérés auprès de nos témoins qui se trouvaient dans les différents bureaux de vote, et la publication des résultats par la CENI
nous avons été victimes d'un paradoxe électoral parce que jusqu'à présent, nous n'avons jamais compris par quel mécanisme la CENI nous avait attribué ces voix. Ben, c'est déjà passé, ça fait un coup, nous nous sommes déjà levés et nous sommes là et tout va très bien. Alors, pour revenir à cette question, je voudrais ici vous faire comprendre une chose. Lorsqu'on parle de la composition du gouvernement, on ne peut pas parler de la composition du gouvernement lorsque Premier ministre n'est pas nommé, parce que nous sommes dans un régime qui est en quelque sorte hybride. On ne sait pas, nous sommes dans un régime parlementaire, semi-présidentiel, on ne sait pas. Mais à travers notre constitution, pour parler de la mise en place du gouvernement, il faut qu'en réalité, au préalable, que le Premier ministre soit nommé. Mais pour que le Premier ministre soit nommé, il y a une condition qu'il faut respecter au préalable. La condition, c'est que le Premier ministre qui doit être nommé doit sortir de la majorité présidentielle. Très bien, c'est qui a été fait avec le cas Madame Souminois. C'est que le président de la République étant élu sans l'effet majoritaire, veut se rassurer au niveau du Parlement pour voir s'il y a un parti politique ou un regroupement qui est majoritaire. Au cas où il n'y a pas un parti politique majoritaire ou un regroupement politique, le président de la République a la responsabilité de mettre en place un informateur qui doit nécessairement travailler dessus et proposer une majorité au président de la République au travers de laquelle on peut tirer le Premier ministre. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a la violation d'un principe qu'on n'arrive pas à respecter. La violation, il s'agit de quel principe exactement? Il s'agit du principe de la composition des membres du gouvernement. Vous devez comprendre que lorsqu'on parle de la composition des membres du gouvernement, c'est complètement différent de la nomination du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui doit sortir de la majorité parlementaire et non les membres qui composent le gouvernement. Parce que les membres qui composent le gouvernement respectent un autre principe. C'est celui de la représentativité nationale. Ce que, ici, il n'est pas question de tenir compte des forces politiques de qui que ce soit. On nomme quelqu'un sur base des compétences, comme Jonas vient de le dire. Lorsque la personne a des compétences qu'il faut pour tel ministère et face à certains enjeux ou certains défis à relever, on nomme cette personne tout en respectant le principe de la représentation nationale. C'est-à-dire, il faut que chaque province qui compose la République démocratique du Congo soit représentée au niveau du gouvernement. Là, vous parlez vous faites allusion à l'article 90 de la Constitution. Mais dans le cas sous examen, nous avons remarqué, ça j'ai dit la vérité, il faut qu'on arrive à un niveau où nous devons nous dire certaines vérités en nous regardant droit dans les yeux. Nous avons assisté à certaines irrégularités qui sont intervenues. Je parle d'irrégularités extrêmes qui sont intervenues dans la composition des membres du gouvernement parce qu'il y a eu violation extrême du principe de la représentation nationale. La preuve, c'est que ma province du Kasaï central n'a pas été représenté. Non, le Kasaï central a été représenté, s'il vous plaît. Écoutez, nous n'avons reçu aucun ministère. Je pèse mes mots, je les assure. Non, s'il vous plaît. J'ai dit, le Kasaï central a été représenté. Vous êtes ici en face de l'enfant du Kasaï central. Et quand je vous dis que nous n'avons jamais été sollicités ou représentés dans le gouvernement central, je sais de quoi je parle. Le Kasaï central n'est pas représenté. Et ce qui est plus... Non, mais nous savons simplement que c'est le Maniema qui n'a pas été représenté. Non, ce qui est plus décevant avec la mise en place de ce gouvernement, c'est d'ailleurs la présentation de ce programme du gouvernement de la Première ministre que nous avons eu tous à découvrir au niveau de l'Assemblée nationale. Je félicite parce que c'est un programme qui repose justement sur les 6 axes qui ont été présentés par le président de la République lors de sa campagne électorale. Mais ce qui est décevant, c'est que Madame la Première ministre a oublié quelque chose. Elle a oublié que le fait pour le président de la République de se déplacer dans toutes les provinces lors de la campagne électorale n'était pas seulement pour visiter la population et dire bonjour ou demander à la population de l'élire. Le président était descendu dans chacune des provinces parce qu'il voulait s'imprégner des difficultés auxquelles la population congolaise était en train de faire face. Et lorsqu'on définit la politique du gouvernement qui est centré sur des actions que nous devons mener en faveur de cette population, nous devons nous rassurer de toutes les difficultés auxquelles la population congolaise en général fait face. Ce qui est plus décevant, c'est que Madame la Première ministre Judith, lors de la présentation de son programme, elle a oublié
de mentionner des problèmes majeurs auxquels la population du Kasaï central est en train de faire face. Lorsque le président de la République est arrivé au niveau du Kasaï central, nous lui avons présenté que deux besoins d'attente. Il faut qu'on arrive à un moment donné où nous devons dire certaines vérités lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas. Parce que le dernier quinquennat du président de la République, c'est le quinquennat où nous, en tant que communicateurs de l'Union sacrée, nous ne pouvons pas admettre des erreurs du passé. Parce qu'évidemment, cette fois-ci, la population a besoin de se retrouver. Il y a eu deux problèmes qui ont été présentés au président de la République. Le premier problème, c'était la route Kananga-Kalambambouji. Kalambambouji, d'ailleurs, j'ai suivi l'intervention d'un député. J'ai oublié. Mais chaque mandat. Voilà, qui est revenu sur cette question. Il a justement demandé à Madame Soumina de pouvoir, en tout cas, s'y pencher parce que c'est vraiment ça le grand problème que nous avons dit au président de la République, nous avons dit au président, le Congo est vaste. Je sais que vous ne pouvez pas satisfaire tous les besoins des Congolais, mais nous avons deux demandes. Construisez-nous la route Kananga-Kalambambouji et relevez le défi de notre chute Katende. C'est tout ce que nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Mais nous avons appris que l'argent a été déboursé pour cette route Kalambambouji. C'était le projet Tchilejalou. Mais cet argent a été bouffé comme ça. Le plus grand problème que nous avons, c'est celui-là. Écoutez, naturellement, je ne défends pas l'indéfendable. Le plus grand problème que nous avons, c'est celui-là. Nous avons reçu un financement. Oui, il y a eu un financement selon ce que vous entendez. Mais lorsque vous avez appris que les actions qui devaient être menées en faveur de la population à travers ce projet Tchilengelou pour le Kasaï central n'ont pas été concrétisés. Mais il fallait mener des actions. Il fallait que ceux qui avaient la responsabilité de réaliser ces projets au niveau du Kasaï central répondent de leurs responsabilités. Répondent de leurs... On vous dira que la justice est malade. Mais c'est ça le plus grand problème que nous avons. C'est pourquoi ça dit avec le pouvoir de Tshisekedi, il n'y a que de problèmes. Non. Et de problèmes et non des solutions. Il n'y a pas que des problèmes. Parce qu'il y a eu aussi des solutions qui ont été apportées dans certains secteurs que nous reconnaissons. Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'éducation, il y a d'autres choses. Mais ce que je voudrais, pour terminer, je voudrais vous dire, ce qui est sûr, il y aura la mobilisation des recettes. Parce que nous avons toujours eu de la mobilisation des recettes dans tous ces gouvernements précédents. Donc en 5 ans, le gouvernement peut mobiliser 6 milliards. Maintenant, le problème ici, moi je voudrais interpeller les parlementaires, les députés nationaux, parce que c'est eux qui ont investi ce gouvernement. C'est qui sont convaincus que le gouvernement aura la responsabilité de réaliser toutes ces actions en faveur de la population. Mais le Parlement a la responsabilité d'être derrière ce gouvernement en mettant en place le contrôle parlementaire pour se rassurer qu'évidemment tout ce que la Première ministre a présenté doit absolument profiter à la population et ça sera une très bonne chose. John Sassongo, porte-parole du parti politique Force de Patriotes. Allez, il est avec nous. Exaucé Kiala, c'est un jeune très intelligent, compétent également, qui est avec nous sur ce plateau. Il est analyste indépendant. Bonjour Exaucé, bienvenue à vous à cette émission. Vous avez également le même temps d'antenne pour donner votre lecture sur l'investiture du gouvernement. Avec 92,6 milliards en 5 ans, certains Congolais s'inquiètent, notamment Joël Boutandou qui pense que Madame Judith ne sera pas capable de mobiliser cette somme. Et 6,4 millions d'emplois, comment ça va se passer? Parce que le président de la République nous a autrefois dit que voilà, l'emploi, ça doit être en tout cas ça doit être justement l'un de ses chevals de bataille, question de pouvoir trouver une solution pour le Congolais. Je prends ici le 6 piliers, notamment la création d'emplois, la protection du territoire national, la sécurisation de personnes et leurs biens. Nous avons l'aménagement de territoire, aussi garantir l'accès aux services sociaux de base, renforcer la capacité des services publics, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème face au changement climatique. Ça c'est justement le pilier du gouvernement Judith Souminois. Allez, Exaucé Kiala, vous avez la parole pour nous donner votre lecture à ce sujet. Bonjour cher Nathan, merci pour l'attention particulière misée sur ma personne. Je salue tous les co-débatteurs avec qui nous partageons ce plateau d'idées. Tous les Congolais qui nous suivent également, je réitère mes salutations. Avant d'y arriver, je n'ai pas compris comment vous tous, dans vos allocutions, vous n'avez pas quand même eu assez d'élégance pour souhaiter un heureux anniversaire au président de la République qui fête son anniversaire aujourd'hui. Moi, en tant que citoyen congolais et républicain, je présente mes heureux anniversaires au président de la République avec tous mes hommages les plus déférents
en lui rappelant que l'université de Madagascar n'a jamais été construite jusqu'à aujourd'hui. Il disait, vous pouvez lire dans mes lèvres, je déclare la guerre avec le Rwanda, dès possible, dès que je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Donc je me rends compte que le président de la République se rappelle plus de son anniversaire que de ce qu'il a l'habitude de dire à chaque fois qu'il est face aux médias. Moi je conclus en disant... Il se rappelle plus de son anniversaire que ce qu'il a toujours l'habitude de dire à chaque fois qu'il est dans les médias. Je veux conclure en disant, je me suis rendu compte que c'était des discours creux, fallacieux, vidés de sens et que c'était pour des besoins électoralistes. Et jusqu'aujourd'hui, j'aimerais rappeler ici à l'opinion que Gloria Senga, cet activiste qui a tout simplement dit Tolimbi Passi, croupi dans le loge, je dis d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Quelle compétence, je suis sûr que je suis avec John Sasson qui a fait le droit, il peut me dire quelle compétence donne à un OPJ de détenir à plus de 48 heures un individu. Ce sont des violations graves de la Constitution. On a vu de trop ce fait Tshisekedi, on se réveille, on trouve d'autres dossiers, on se réveille, on trouve d'autres. C'est la même Constitution qu'ils veulent réviser, mais qu'ils ne veulent pas mettre en applicabilité. La personne détenue doit être mise en contact avec son juge naturel et même avec sa famille. Chose qui n'a pas été faite aujourd'hui, ça fera presque un mois que Gloria Senga est détenue. Nous exigeons sa libération immédiate et sans condition. Au cas contraire, s'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent contre Gloria Senga, il y a de la mettre devant son juge naturel. Indice sérieux de culpabilité, ça va pas sur le but de pas. Oh, mais attends, s'il y a des indices sérieux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si le pouvoir pense qu'il reproche à Gloria Senga, s'il y a des indices sérieux qui pèsent contre lui, ça je ne sais pas. S'il y en a, je marche sur la supposition, prière de la placer devant son juge naturel afin qu'elle soit jugée. Mike Moukeba également, on le répète ici chaque jour sur le plateau. Ceux qui n'ont commis Nabokondi, Nabokangabakacho, Anya, ce sont les propos du président de la République. Ouais, surtout, il faut profiter de l'occasion parce que c'est son anniversaire, le lui rappeler. C'est ça que je me suis dit. J'ai l'impression que le président de la République ne se rappelle toujours pas de ce qu'il a l'habitude de dire lorsqu'il est face au médias quand c'est de son anniversaire. J'espère qu'aujourd'hui, il y aura la fête à la Cité de l'Union africaine, puisque c'est l'anniversaire du président. Je ne crois pas que ça va passer comme ça. Dans l'anniversaire du président, il ne va pas passer inaperçu. Je ne pense pas. Pour revenir à la question du gouvernement, une question très pertinente et très cohérente, bien évidemment, qui mérite une attention particulière, cher Nathan. On revient d'abord sur les nominations qui ont fait l'office de ce gouvernement. 24 ministres qui ont été au gouvernement Sam 1 et 2 sont revenus dans ce gouvernement. On sous-entend... Mais certainement parce qu'ils ont bien géré. S'il vous plaît. On sous-entend pour les présidents de la République qu'ils ont bien géré dans leur secteur. Certains ont été remis dans leur secteur, d'autres ont été mis dans d'autres secteurs, notamment Jean-Pierre Bemba. Moi, je vous avais dit sur ce plateau que Jean-Pierre Bemba n'allait jamais réussir au ministère de la Défense, parce que nous avons fait une confusion entre un ancien rebelle et un expert militaire qui a étudié peut-être aux États-Unis avec les jazz et autres. Aujourd'hui, on nous dit que Moudiamvita est un infirmier qui a fait, je ne sais pas moi, les sciences infirmières, mais qui se retrouve dans un département aussi sensible que la défense. Ça, c'est déjà un problème. Si Jean-Pierre Bemba, ancien chef de guerre, n'a pas donné le résultat escompté, quel sera en tout cas le cas avec l'ancien, un médecin, un infirmier. Avec ce gouvernement, cher Nathan, nous avons le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Nous avons le vice-ministre des Affaires étrangères et nous avons les ministres délégués aux Affaires étrangères, s'il vous plaît. Un pays sérieux comme le nôtre. Moi, j'ai toujours dit que même la Moldavie, même le Mayotte ne peut jamais prendre la République démocratique du Congo au sérieux. Un pays qui veut allouer de fonds à l'armée lutte, comme l'a dit mon cher ami, du jour au lendemain, bec et ongle pour la réduction du train de vie des institutions. Il y a des ministères qu'on devait fusionner en principe. Vous pouvez, l'intelligence en psychologie est définie comme la capacité de s'adapter à toute situation de vie nouvelle. Très bien. C'est justement ça. Puisque nous avons le problème et que nous devons allouer des fonds à l'armée, on s'adapte. On peut mélanger... Je n'ai pas parlé du principe de l'adaptabilité. Exactement. On peut mélanger l'urbanisme habitaire à affaires foncières. On peut mélanger le ministère de la jeunesse et du sport et loisirs. On peut mélanger l'aménagement du territoire et le ministre, et je ne sais pas moi quel ministère. Question pour vous de fusionner et d'allouer assez de fonds, chose qui n'a pas été faite. On nous a pourvu des ministres ici qui sont aujourd'hui et qui ont présenté leur... Je veux revenir à la mobilisation des recettes. Lorsque j'étais en train de réfléchir, cher Nathan, sur cette question de la mobilisation des recettes, je me suis dit comment je vais aborder cette question. Je compris une chose. Maître Biladam Kilo me disait que le problème du Congo n'est pas autour des espèces sonnantes et alarmantes. La mobilisation des recettes ne pose pas de problème.
Le problème du Congo n'est pas normocentré. Il n'y a pas un problème des textes. Le Congo est parmi les pays qui ont un arsenal juridique assez costaud et assis. Le problème du Congo réside dans l'homme. Il me dit, mais c'est l'homme le plus grand problème. Est-ce que la possibilité de mobiliser, il y en aura? Oui. Je suis fort convaincu que les régies financières vont se mettre en action pour mobiliser cette somme que vous avez énumérée. Mais la faisabilité, c'est là où se trouve le vrai problème. Est-ce que ce n'est pas une opportunité de détournement des deniers publics des membres du gouvernement? Là se pose le plus grand problème. Dans ce gouvernement, on peut encore avoir les micro-forages. Les micro-forages. Le site des Vital Caméré et tant d'autres. Les Kiba Savaliba qui sont revenus et tant d'autres. La plus grande question ici, c'est maintenant l'Assemblée nationale, comme l'a énuméré John Sassoon. L'organe extrême de contrôle, l'organe de contrôle par excellence. Ce n'est pas l'IGF, c'est l'Assemblée nationale qui contrôle l'exécutif, s'il vous plaît. Ici, c'est la qualité des députés que j'ai vus ici qui vont contrôler le gouvernement. Non, mais dites-moi si c'est... Avec les routes nationaux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est cette qualité des députés qui va contrôler l'exécutif du jour au lendemain. J'ai vu un autre qui vient, qui ne vient. Au lieu d'élire le programme du gouvernement, de les critiquer, il critique la vache de garde. En disant que vous avez mis la vache. Au lieu de mettre, je ne sais pas moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais comment on peut nous produire ces gens? L'honorabilité a perdu son sens. L'honorabilité. Il y a une dame ici qui a parlé de route nationale. Elle était en procès ici, on ne savait même pas qui était le père. Il fallait compter du doigt. Non, ce n'est pas pour lui. Aujourd'hui, elle est députée nationale. Elle était ministre de l'EPST. Il y a un autre député qui est venu soulever les problèmes de LMD. Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux rencontrer ces députés pour lui dire, monsieur, vous avez manqué à faire. Il fallait seulement passer au PHO pour que Batnayo, c'est bon, à voter, allez, Kakaniboso. C'est justement pour ça. Maître Bill toujours me disait qu'il ne faut pas être complexé. Vous pouvez sortir du système LMD ou du système normal, tout dépend de comment vous avez étudié. Il partait un jour, il est allé à l'UCCM alors qu'il a fini au William Booth. Un assistant lui dit, il a sûrement lu de l'uniquine parce qu'il parle bien. Il dit non, je suis privatiste comme vous. Je suis privatiste comme vous. Tous ces députés ici ont étudié au système LMD. Tous ces députés qui ont... Et d'ailleurs, même lui-même là, il n'a pas étudié dans le système LMD. S'il vous plaît. Ils ont craché du... Et c'est pas sa compétence. En ne respectant même pas les logiques de linguistique, non encore grammaticales. Merci. Si c'est cette qualité de député qu'on nous a fournie par la CENI qui va contrôler l'exécutif, moi j'ai toujours dit que je n'attends rien de cette Assemblée nationale, je n'attends rien de ce gouvernement. On connaît Jean-Pierre Bemba, on connaît Jean-Lucien Boussa, on connaît Kiba Samaliba, tous ces gens qui sont revenus, on connaît leur gestion. Pourquoi attendre des gens que vous avez déjà jugés? C'est ça la plus grande question. Très bien, merci beaucoup, Exaucé, qui a la salutation spéciale aux routes nationaux. J'espère que tu vas bien là aussi, les routes nationaux. Allez, deuxième tour de table, chers amis. Cette fois-ci, nous allons prendre un autre aspect où on a vu maître je dirais, Constant Moutamba, ministre de la Justice, parce que nous sommes en train de parler ici de la mobilisation de recettes. Est-ce que le gouvernement sera capable? Si oui, mais il faudrait aussi craindre cet aspect de détourneurs où on peut encore cette fois-ci avoir des micro-forages au sein de ce gouvernement. Mais est-ce que la justice congolaise sera capable de pouvoir arrêter, déférer ces gens en justice et les transférer en prison si possible? Et s'ils sont condamnés pour 10 ans, de faire les 10 ans en prison, parce que l'inquiétude avec nous, c'est que on vous condamne pour 7 ans et vous faites qu'une année, et puis vous demandez une mise en liberté provisoire, vous allez en Europe, et c'est fini, on oublie le dossier. Et vous remettez même pas l'argent que vous avez détourné. Est-ce que le profil de monsieur Constant Moutamba, maître Constant Moutamba, comme vous voulez, et c'est lui-ci que le Congolais attendait pour que nous puissions justement trouver une solution face à cette justice malade, évoquée comme ça par M. Félix Tshisekedi. Monsieur Jonas Champa, vous avez la parole en 5 minutes. Nathan, moi, depuis un temps, j'ai arrêté et refusé de débattre sur les noms des humains. Parce que je sais, j'ai toujours suivi maître Pépin Guillaume Anjolo, que je salue en passant. Il évoque la question de l'homme supérieur. Un homme supérieur accepte la contradiction. Et la plupart de nos politiciens ici n'acceptent pas la contradiction. C'est-à-dire que quand vous les contredisez, ils pensent que vous les critiquez, il faut qu'ils vous mettent en prison. Certainement, on n'a pas peur de la prison, mais
je préfère discuter des idées, des principes, que m'attarder sur les gens. C'était un principe que je voulais poser. Alors, je reviens. À un certain moment, nous devons nous poser des questions, nous jeunes, qu'est-ce que nous faisons pour les pays? Est-ce que nous contribuons, par notre manière d'analyser, à l'avancement ou non du pays? Nathan, je vais ici donner 3 facteurs qui sont à la base du chômage dans un pays. Vous avez 1, la fluctuation de la demande. 2, vous avez la mauvaise circulation de la main-d'œuvre. Et 3, vous avez les taux élevés des salaires. Ce sont les 3 facteurs. Nathan, vous pouvez monter et descendre. Si vous ne trouvez pas solution à ces 3 facteurs, vous êtes mal parti. Lorsque la première ministre vous dit qu'elle va créer, je ne sais pas, 6,4 millions d'emplois pour 5 ans. Et quand on essaie de diviser par mois, au moins, peut-être il faudrait qu'elle crée, ça doit être 104 000 emplois. Et comment arriver à créer ces emplois lorsqu'on sait que la main-d'œuvre n'est pas bien gérée? Il n'y a qu'une certaine catégorie de personnes qui bénéficient comme ça des marchés. Et ça, déjà, c'est un problème sérieux. Lorsqu'on sait que la répartition budgétaire, parce qu'à un moment, il y avait des concepts comme ça que les gens jetaient en pâture. La bonne volonté, la volonté politique, ainsi de suite. C'est quoi, au fait, la volonté politique? En l'évoquant, elle reste factuelle. Et pourtant, il faut qu'elle soit constative. Vous voyez? C'est-à-dire que vous dites que vous avez la bonne volonté. Ça doit être constaté au travers des textes légaux, notamment la loi des finances. On va les voir quand on va faire la répartition budgétaire. Nous voudrons cette fois-ci voir que le fonctionnement des institutions est le plus faible pourcentage que le secteur sécurité, le secteur emploi. Est-ce que vous êtes sûr, parce qu'on aurait appris que cette fois-ci les députés pourraient toucher, je l'ai dit au conditionnel, 33 000 $. Si un député a 33 000 $, combien aura un ministre? Non, combien aura un conseiller? Mais c'est ça, c'est ça. Combien aura Madame Julie Soumina? Combien aura le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Mais c'est là le problème. Qui d'ailleurs, son salaire, on ne connaît pas. Mais c'est là le problème. Et lui-même ne connaît pas. C'est là le problème. Lorsque le fonctionnement des institutions peut à lui seul prendre 30% du budget et qu'on sait que les recettes ne sont pas réalisées à 100%, il y a toujours les caractères déficitaires, surtout dans un pays comme le nôtre où les fonds publics échappent au contrôle de l'État. On ne peut pas croire que les secteurs comme d'emploi où on accorde souvent 0,25% puissent bénéficier de ces 0,25% à la limite. Ça peut être 0,3% qui partent encore dans les poches des individus. Là, déjà, ça pose problème. Ce sont des questions qu'il faut résoudre. Mais je voudrais soulever un problème. C'est que mon compatriote, à ma droite, Exaucé, a dit, condamnant les députés qui a justement évoqué la question du système LM2. À mon avis, je trouve que ce député a raison. Il a raison. Il a raison. Vous, dites-nous oui, je vais vous dire pourquoi. Les LM, au fait, les systèmes éducatifs sont conçus en adéquation avec la réalité du pays. C'est-à-dire qu'à un moment donné en Europe, surtout au Canada, ils ont constaté qu'il y avait un problème de manque de travailleurs dans les entreprises. Cela était dû au retard accumulé par l'ancien système académique qui faisait en sorte que les enfants pouvaient faire 5 ans à l'université, le temps pourrait devenir travailler, il y avait ces déficits-là, d'où il fallait réduire la période, la période académique pour que vite les entreprises soient ravitaillées en personnel. Ce qui est le contraire avec la République démocratique du Congo. Ici, chez nous, ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque. Nous avons chaque année des milliers de licenciés qui sortent mais qui ne sont pas encadrés, qui ne savent pas quoi faire. Je vous donne un exemple. Les LM2, en principe, ça doit être 3 ans. En principe, c'est 3 ans. Maintenant, au lieu que les enfants fassent 5 ans, ils font 3 ans. Vous vous retrouvez après 6 ans, pour les institutions qui respectent les calendriers académiques, vous vous retrouvez au lieu, si par an, la RDC produisait
1000 étudiants. Après 5 ans, 1000 étudiants. Maintenant, on va commencer à restructurer chaque 6 ans avec 1000 étudiants, chaque 6 ans avec 2000 étudiants. Vous voyez, au fait, le LMD devient comme une machine à production industrielle des chômeurs. Parce que justement, il y a des chômeurs qui sont là, qui ne sont pas encadrés. Vous continuez à fournir les autres. C'est là où il faut dire ici au gouvernement que tout le monde n'a pas la vocation d'aller à l'université, mon Dieu. J'ai parlé ici du marketing social, changement des comportements et des mentalités. C'est aussi dans ça. Chaque parent veut envoyer son fils, sa fille, à l'université alors que celle-ci n'a pas de compétences, n'a pas la capacité intellectuelle d'affronter comme ça un cursus universitaire. À la limite, elle peut, il peut embrasser ce qu'on appelle l'éducation professionnelle. Il y a l'UNPP. Au fait, c'est ça. Les écoles des métiers. Il y a l'honorable Patrick Eshiba qui a évoqué cette question. La construction des écoles des métiers. C'est là. C'est-à-dire que les gens vont apprendre des métiers comme la coupe et couture. Ils vont apprendre, par exemple, il faut créer des écoles pour la transformation et l'exploitation, l'utilisation des ressources minières. Ça n'existe pas. Quand on parle des écoles des métiers au Congo, les gens ont les yeux rivés sur la mécanique, la coupe et couture, ainsi de suite, et pourtant, c'est pas juste. Très bien. Donc, à ce niveau, ce système LMD pose aussi certaines conditions. Vous avez un certain nombre de cours qui ont été fusionnés, et ça crée comme ça un afflux. Je prends l'exemple de l'UNIKIN, où un cours de 90 heures, on est appelé, cause des retards, on est appelé à les donner en 2 séances. 2 séances, ça va vous faire, c'est-à-dire s'il y a une séance aujourd'hui et demain, ça peut vous faire 16 heures. Quand vous avez 90 heures, au lieu de 90 heures, on vous enseigne pendant 16 heures du temps. Vous voyez, même si vous avez la capacité extraordinaire de résumer les cours, je crois qu'une grande partie de la matière ne sera pas enseignée. Merci. Et ça, c'est une conséquence énorme. Et n'oubliez pas qu'il y a eu interdiction de vente des syllabus. Dès lors que c'est interdit et que les gens n'ont pas accès à la documentation, ça pose problème de formation. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Comment compter sur cette jeunesse alors qu'elle n'est pas bien formée? C'est comme ça que vous allez prendre un chauffeur, il devient député alors qu'il n'a pas de compétences, même pour critiquer ne serait-ce qu'un programme du gouvernement. Très bien, merci beaucoup. Allez, la jeunesse, comment donner à la jeunesse de l'emploi, comment utiliser la jeunesse, comment le jeune Congolais doivent être utiles pour la République démocratique du Congo. C'est vrai, on dit toujours, bah jeune Congolais, bah ça va Paris, c'est non. Bisoye yots. T'as ma casse de la monga. Tant de boulot, aussi, zongi. Et d'ailleurs, il y en a qui sont encore plus forts que nous, qui attendent jusqu'à ce jour à la maison. 6,4 millions d'emplois. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? En tout cas, nous ne voulons pas que toutes les promesses, comme quoi on fera de la RDC de l'Allemagne d'Afrique, puissent encore revenir. Excusez, dans ces gouvernements, Judith Soumouina, pendant que nous connaissons que comment les choses se passent, surtout que je suis en train de rappeler que hier, la remise et reprise entre Madame Judith et Samuel Kondé. Aujourd'hui, les différents ministres vont également faire cela. Et il faudrait ce qu'on appelle l'indemnité de sortie. Avec 56 ou 57 ministres, il faudrait l'indemnité des sorties. Ça va coûter beaucoup d'argent à la République. Et quand est-ce que le gouvernement soumis là-bas s'est déployé pour commencer le travail? Aussi, je rappelle ici qu'après l'indemnité de sortie qu'on doit payer au gouvernement Samuel Kondé, il faut qu'on puisse payer le frais d'installation des 54 ministres ici. Comment ça va se passer? Et on nous promet mobiliser ou créer 6,4 millions. 6,4 millions d'emplois. En tout cas, toutes mes excuses, nous sommes à la saison sèche. Et vous constaterez que nous allons apprendre des grippes. Allez, comment ça va se passer, John Sassong? Merci Nathan, mais pour commencer, je voudrais revenir sur la question de Constant Mutamba. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup de ce métier. Mais je voudrais ici vous dire quelque chose, que Constant Mutamba ne fera rien. Oh. Je pèse mes mots et je les assume. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que les Congolais attendent de Constant Mutamba
et ce qui est reconnu à Constant Moutamba comme attribution, comme compétence, ce n'est pas proportionnel. Constant Moutamba est très limité. Il est limité, comment c'est un avocat? Je vous dis, il est de notre pays? Non. Il n'exerce pas sa profession d'avocat en tant que ministre. Parce qu'il y a une sorte d'incompatibilité. Il est ministre de la Justice. Et les Congolais attendent beaucoup de Constant Moutamba en tant que ministre de la Justice. Parce que les Congolais pensent que le ministère de la Justice a un pouvoir exorbitant sur notre justice. C'est tout à fait faux. Je tiens à rappeler aux Congolais ici que Constant Moutamba, il a un pouvoir très limité sur le parquet. Le parquet et les juridictions, ce sont des organes différents. Et selon la Constitution dit le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs. C'est-à-dire que l'indépendance qui est reconnue au pouvoir judiciaire concerne que les juridictions, qui sont les organes compétents à rendre les décisions par rapport aux dossiers qui leur sont soumis. Et ces juges, dans l'administration de la justice, ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Et Constant Moutamba, en tant que ministre de la Justice, a un pouvoir très limité sur le parquet. C'est le pouvoir d'injonction. Il n'a pas un pouvoir de veto ni d'impulsion. C'est que si notre justice est malade, comme le président l'a toujours dit, ce n'est pas un problème qui peut être résolu par Constant Moutamba. Bien entendu, non. Pourquoi? Parce qu'il est très limité. Ça doit être un problème qui c'est un problème qui peut être résolu par le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas Constant Moutamba. Et donc, je voudrais ici que les gens sachent que je sais pas, vous vous attendez à quoi auprès de Constant Moutamba, mais il ne va pas tous vous satisfaire. Parce que vous voulez faire de lui la création d'emplois, si je voudrais. Non, écoutez. Je voudrais revenir sur quelque chose que l'ami a évoqué de très important. La création d'emplois, tout ça, je voudrais vous dire une chose. Il y a quelqu'un qui a dit les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est que les mêmes personnes produiront les mêmes résultats. Nathan, écoutez. Donc, vous constatez qu'il y a déjà, en quelque sorte, l'échec. Il y a... Mais ce gouvernement avant même qu'il ait Non, il n'y a pas d'échec, mais il y a une présomption de la production des mêmes résultats. Dans le sens que, pourquoi le constituant a voulu que la composition du gouvernement ne soit pas issue des forces politiques? Pourquoi? Parce que lorsqu'un ministre est proposé sur la liste d'un parti politique, ce ministre est redevable au parti politique. Il n'est pas redevable à ce peuple ou au pouvoir central qui a voulu de lui au sein du gouvernement national central pour répondre aux enjeux du pays. C'est pourquoi le Constitution a voulu que la composition des membres du gouvernement soit issue de la représentation nationale. C'est qu'on regarde Nathan, un jeune compétent comme toi, on sait qu'évidemment il peut répondre aux défis du pays face au ministère de la Jeunesse. On les nomme sans tenir compte de ce poids politique. Tu m'as compris, hein? Je ne veux pas ici que les gens... Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on est des lignons sacrés, on doit accepter ce qui est inacceptable. Non, nous sommes les jeunes. Non, vous devez vous assumer, M. John, parce que vous n'allez pas venir vous plaindre dans ce Non, je ne me plains pas. Lorsque ça ne va pas, nous devons dire que ça ne va pas. Et lorsque ça ne va pas, vous dites ça ne va pas, et puis après, qu'est-ce qui suivra après? Non, mais écoutez, on dit la compétence, elle est d'attribution. Moi, je n'ai pas le pouvoir de me présenter devant le perchoir de l'Assemblée nationale pour parler au nom du peuple. Le seul moyen pour moi de communiquer en faveur de cette population, c'est votre plateau qui nous reçoit. Et quand nous avons l'opportunité de passer sur ce plateau, je l'ai toujours dit, ce ne sont pas nos sentiments politiques. Moi, je ne passe pas ici. Ce n'est pas Honoré qui me dit des choses que je dois dire sur le plateau. Je marche avec le respect de la liberté de penser et la liberté d'opinion. C'est que je fais mes analyses par rapport aux faits et je présente mon point de vue. Et je l'assume. C'est que si nous voulons le changement, nous devons... Albert Einstein a dit quoi? Albert Einstein a dit, le monde ne sera pas détruit par ceux-là qui font le mal. Ce n'est pas ceux qui font le mal qui détruisent, mais ce sont ceux qui regardent le mal sans rien faire. Moi, je ne peux pas regarder les choses aller dans le sens contraire et rester silencieux ou assumer parce que je suis de l'union sacrée. Quand ça ne va pas, j'ai dit que ça ne va pas. C'est notre responsabilité de les dire parce que c'est nous qui subissons les conséquences de toutes ces décisions. C'est pourquoi moi j'ai dit, la création des emplois, je ne sais pas par quel mécanisme Madame Judith va... je ne sais pas, créer tous ces emplois, elle-même sait, mais moi ce que j'ai dit ici, c'est que Madame Judith doit
s'assurer qu'évidemment le projet qui a été accepté par l'Assemblée nationale profite véritablement à la population et que les députés nationaux qui ont accepté d'investir ce gouvernement puissent se mettre derrière ce gouvernement. Parce que nous avons remarqué que le pouvoir de contrôle, on l'a attribué uniquement à IGF. Non, le Parlement a un pouvoir de contrôle et a un pouvoir de sanctionner. Lorsqu'un ministre est nommé au sein du gouvernement et que son ministre ne répond pas valablement aux attentes de la population, le ministre peut être frappé d'une motion de défiance. Alors, mais comment vous avez senti déjà pour une première fois la manière dont Vital Kamerhe a fait son travail ce jour-là lors de l'investiture du gouvernement? Est-ce qu'il vous a donné l'impression qu'il pourra justement, en tout cas, contrôler, travailler ensemble avec les députés pour contrôler les gouvernements? Bon, Vital Kamerhe m'a donné avec sa rigueur. Non, il y a eu quand même des impressions positives. Avec, il y a eu vraiment une différence entre lui et son prédécesseur. La preuve, c'est que Vital Kamerhe a eu l'opportunité d'accorder la parole successivement à chaque intervenant, que ce soit celle de l'Union sacrée et de l'opposition. Il y a eu une sorte d'équitabilité d'une minute par rapport au temps qui devait être accordé à chacun de parler. Et moi, je voudrais ici que M. Vital Kamerhe, en tant que président de l'Assemblée nationale, ne s'arrête pas seulement au niveau de suivi des travaux qui se trouvent dans les différentes commissions, mais qu'il soit aussi un élément qui doit s'investir dans le contrôle des actions qui doivent être menées par le gouvernement. Que les ministres qui ne vont pas travailler soient sanctionnés parce que cela relève de la compétence du Parlement. Le Parlement a le pouvoir de sanctionner tous ces ministres parce qu'évidemment la population attend des réponses. Vous avez parlé de hausse des prix. La vie est devenue compliquée. Les choses ne marchent pas. Nous ne pouvons pas avoir le courage de venir défendre ici l'indéfendable. Nous tous, nous le savons parce que nous vivons ici et nous subissons les conséquences de tout ce que nous vivons dans notre pays. Et dans une commune ici, à Kinshasa, le dollar s'échange déjà à 2400 Monsieur Vital Kamerhe doit s'assurer que le programme qui a été présenté par Madame Judith soit respecté, comme Madame Judith l'a dit. Au cas contraire, que ce soit le gouvernement, parce que moi je ne suis pas ni pour ni contre, mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et nous serons là pour dénoncer. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Nous serons là pour dénoncer. C'est John Sassongo qui l'a dit. Je rappelle qu'il est porte-parole du parti politique Force de Patriotes de Monsieur Honoré Mvula. Il est de l'Union Sacrée. Il dit quand ça ne va pas, ça ne va pas. Hey. Après, quand nous autres, nous allons venir passer pour critiquer, on nous arrête. Attends, s'il te plaît, je voulais rajouter quelque chose sur ce que John a dit. En 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Oui, au fait, la première fois que j'ai discuté avec John, je lui ai dit que la nomination ne peut pas relever. Non, tu ne m'as pas dit. S'il vous plaît. Non, il ne m'a pas dit. Allez, tu ne m'as pas dit. C'est la Constitution qui le dit clairement. Les textes sont clairs. Je ne te contredis pas. Voilà. S'il vous plaît. Je ne te contredis pas. Il ne faut pas avoir peur. Allez-y. Non, je n'ai pas peur de contradiction. Je n'ai pas peur de contradiction. Je ne te contredis pas. Je voulais seulement te rappeler que la première fois où toi et moi nous nous sommes retrouvés sur un plateau de télévision, je t'avais dit que si on veut réussir, on ne peut pas tenir compte de l'équilibre au sein de l'Assemblée nationale, des forces politiques, ainsi de suite, on ne réussira pas. Il faut qu'on cherche les compétences. Si à l'intérieur de la majorité, il y a la compétence, on peut la prendre. Mais si on trouve que au sein même de l'Assemblée, il n'y a pas cette compétence-là et qu'elle se retrouve dehors, on la prend également. Rien que pour l'avancement du pays. C'est là que Dieu n'avait pas su. Mais aujourd'hui, je suis heureux qu'il me soit rejoint. Je me rappelle, d'ailleurs, ça avait causé un grand débat sur le Exactement. Parce que lui, il disait que non, il faut seulement... C'est que lui, on va puiser ailleurs. Je n'étais pas contre ce qu'il était en train de dire, mais je n'étais pas d'accord dans le sens qu'il voulait faire comprendre à la population qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on ne pouvait pas trouver des personnes compétentes à représenter la nation au niveau du gouvernement. C'est là que je n'étais pas d'accord avec vous. Très bien, merci beaucoup. Vous avez dit président de la République. Ngai na komisa régime na biso régime présidentiel mbala moko. Yo na nekoloba, je suis président de la République, messieurs. C'est moi qui suis redevable à la population. Régime comme il parle, régime présidentiel. Mbala moko na domé Joël Boutan, le premier ministre. Monsieur Joël Boutan, nous a premier ministre, mais ngamne dans sa gouvernement. John Sassongo, ministre de la Justice.
Aussi, Jonas Champa, ministre de porte-parole du gouvernement. Exaucé Kala, ministre s'occupé des affaires étrangères. Ngamon no chabu, ngamon no cha. Bilenge. Ah, nzambe na ngai. On a elengi mo so qui va bilenge ba il faut réfléchir. Konostaténéité. Konosti et ça la konosti. Nenge lo bande konono. Allez, pour terminer Exaucé Kala avec vous, on va cette fois-ci prendre cet aspect lié à la sécurité dans la ville province de Kinshasa, notamment avec le phénomène Koulouna, aussi le comportement de policiers. Pas plus tard hier, j'ai suivi une vidéo où on nous apprend qu'un policier est venu, c'est pas moi, confisquer téléphone ou quoi dans une maison d'autrui et a tiré sur le champ et la personne serait décédée. En tout cas, ces mauvais comportements de policiers est dû justement au mauvais recrutement ou quoi. Mais est-ce qu'avec la présence de messieurs comme Jacques Chabani, comme ministre de l'Intérieur, vous pensez que la solution pourrait être trouvée? On pourrait avoir justement des policiers comme ça qui ont de la conscience, qui sont en train de faire un travail de pouvoir sécuriser la population et leurs biens. Merci beaucoup, ton cher Nathan, pour le droit verbal réaccordé une fois de plus. Mais avant d'arriver à votre question, j'aimerais rebondir sur ce qu'a essayé de compléter sur ce qu'ont dit mes co-débatteurs. Bon, j'aime l'énergie que dégage John Sassomo, ça sent l'opposition, mais... Oh ça sent l'opposition. Ça sent l'opposition dans l'union sacrée. Avec la révolution. C'est ça, Jean-Marc Kaboul. Il était dans le système, mais il critiquait le système. Très bien. Mais ça va exploser. Mais on peut l'arrêter, hein. Non, c'est ok. De raison, peut-être qu'on ne peut pas ignorer, il ne peut pas venir ou traverser du côté de nos amis de l'opposition. Peut-être ce sont des raisons sociopolitiques. Un point très important. Mais je vais poser une question à John Sassomo. À quoi servent les consultations qu'ont mené Augustin Kabouya et Madame la Première ministre? Bien évidemment, face aux partis politiques et aux regroupements, si on ne peut pas tenir compte de partis politiques et regroupements pour former un gouvernement. Non, c'est juste une question. Allez-y, j'espère que vous allez répondre quand vous aurez votre droit verbal. Puisque vous avez ici évoqué qu'on ne peut pas tenir compte de partis politiques et regroupements, de leurs forces bien évidemment, pour former un gouvernement. On tient compte de la représentativité nationale. Mais cette même constitution donne l'opportunité au président de la République de nommer un informateur pour consulter, n'est-ce pas, la majorité parlementaire qui s'y met à l'Assemblée nationale. À quoi servent maintenant ces consultations? À quoi servent ces consultations? Je vais vous répondre. Qu'est-ce qui... De toute façon, on dit, mais quand ça ne va pas, il faut critiquer. Mais qu'est-ce qui va sous ce régime? Qu'est-ce qui va? La moindre de choses qui va bien sous ce régime, c'est laquelle? Il n'y en a pas. Il ne faut pas dire que quand ça ne va pas, rien ne va bien ici. Il faut qu'on se le dise, qu'on se regarde. Il y a des choses. S'il vous plaît, tolérance, monsieur. Il faut qu'on se regarde droit dans les yeux et nous dire que rien ne va sous ce régime. Je dis rien. On se réveille un bon matin, on a un fameux coup d'État et le matin, le ministre de l'Intérieur permet aux gens d'aller au stade. Ça aussi, vous allez dire que tout va bien. À chaque fois qu'on dort, on se réveille, on trouve toujours des dossiers sous ces régimes. Qu'est-ce qui va, John Sassomo? John Sassomo dit, quand rien ne va, quand quelque chose ne va pas, il faut dénoncer. Mais qu'est-ce qui va sous ce régime? Le système politique est tout simplement mauvais. Pourquoi je le dis? Puisque vous avez évoqué ici la question d'un contrôle parlementaire assez rigoureux. Ceux qui sont habilités à faire le contrôle parlementaire, ce sont les députés. Et la plupart des députés que vous avez vus défiler là sont des suppléants. Pourquoi je le dis? Puisque ceux qui ont fait l'émanation du gouvernement étaient élus députés nationaux. Si vous regardez bien, ils ont laissé leurs suppléants à l'Assemblée nationale. Je donne un exemple. Jean-Pierre Liao est député national. Il y a une motion, par exemple, une question orale avec débat qui peut s'en suivre, n'est-ce pas, d'une sanction. Vous êtes sûr que le suppléant de Jean-Pierre Liao à l'Assemblée nationale va voter? Il ne va pas le faire. Au contraire, le gouvernement, pour donner beaucoup plus d'impulsion à l'Assemblée nationale, le gouvernement ne doit pas toujours être, comme l'a dit le cher ami, l'émanation du Parlement, pour laisser ce champ libre au Parlement d'exercer le contrôle parlementaire. C'est un problème de système politique qu'il faudrait revoir. Et le système LMD, moi j'ai critiqué l'allocution de l'honorable qui était l'autre au Perchois, au regard, sur base de quoi il va juger les systèmes LMD. Nous savons que le système LMD vient d'être implanté il n'y a pas 3 ans. Le système LMD n'a pas encore déversé sur le marché d'emploi de ses produits. Sur base de quoi il est en train de juger les systèmes LMD? En principe, il devait juger les systèmes LMD en fonction du résultat palpable sur le terrain.
Le système LMD déverse, par exemple, depuis son arrivée, 100 000 jeunes au marché de l'emploi. Et on trouve que ces jeunes ont assez de difficultés et qu'ils s'y ressortent. Ces jeunes-là ressortent, n'est-ce pas, du système LMD. C'est souvent de ça qu'ils devaient juger le système LMD. Alors que le système, moi je suis du système LMD. Je ne suis pas encore sur le marché d'emploi. Je suis la première génération du système LMD à l'université de Kinshasa, à part la faculté des sciences qui a commencé il y a 2 ans. Donc le système LMD n'a pas encore déversé sur le marché professionnel des cadres. Comment devons-nous juger quelque chose qui n'a pas encore été fait? C'est justement pour ça que j'ai critiqué ce système LMD. Et moi, je suis du système LMD, je ne peux rien envier, par exemple, de ce député qui a soulevé. Je ne peux rien envier, par exemple, d'Aminata, Namasia, je ne peux rien envier d'elle. Je ne peux rien envier de Kabouya, par exemple. Mais il n'est pas du système LMD. Je ne peux rien envier d'eux. Je pense que j'ai une formation qui a été bien cousue et que je peux bien la défendre. Vous pensez que dans un sujet sérieux à l'Assemblée nationale, qui parle de la République, Kabouya se tient et prend le micro. J'ai attendu, j'ai patienté jusqu'à 2 heures de... Attendez. J'ai patienté jusqu'à 2 heures du matin pour attendre que Kabouya puisse prendre la parole. Je ne sais pas s'il était rentré dormir ou comment. Moi j'ai attendu. J'allais même demander la parole à sa place. Je vous dis, si Anatole, dans un sujet sérieux, où on parle de la République, vous pensez que Kabouya va prendre la parole? Pourquoi pas? Il va dire quoi, s'il vous plaît? Pourquoi pas? Il a été informateur. Il a été informateur. S'il vous plaît. Il a été informateur. C'est lui le coordonnateur de la majorité présidentielle. Moi d'ailleurs, par respect. Majorité parlementaire, pardon. C'est lui qui coordonne tout. Par respect, je ne peux pas tenir langue avec Kabouya. J'aurai mal aux oreilles. Je ne peux pas me mettre à tenir langue avec Augustin Kabouya. Ça, ce sont des ratés de la société. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un honorable député. Avec tous mes hommages et tous différents, je le respecte. Retirez d'abord. S'il vous plaît. Retirez raté. Je vais dire raté de la société. Allez, je ne peux pas tenir langue avec Augustin Kabouya. J'aurai mal aux oreilles. S'il vous plaît. Quand on parle de la République, il ne faut pas nous citer des Kabouya et les autres, les amis Simakuta. Ça, ce sont des accidentés politiques. Je reviens à la question du phénomène Koulouna de la délinquance juvénile. Déjà, dans le programme du gouvernement, vous allez vous rendre compte que la création d'emplois vient avant la sécurité. Bémol. Ça, c'est une erreur gravissime. On ne peut pas bâtir un État, l'avait dit Jean-Marc Aboun, sans la sécurité. Et la sécurité vient en deuxième position, c'est d'abord la création d'emplois. Madame Judith Simula nous a tout simplement rappelé tout ce qu'a dit le président de la République depuis 2019, tout ce qu'a dit Lukamba, tout ce qu'a dit Sama 1, Sama 2, c'était le même narratif. C'est déjà dit, déjà entendu, déjà connu. Ok? Nous, on a dit que nous, on ne propose pas. On voit comment la police s'y comporte ici. C'est un problème d'éthique et de moralité. À un moment donné, je me rends compte que ces policiers ont, je ne dirais pas raison, mais on ne peut pas les condamner. Combien ils gagnent, ces gens? Certains qui font d'office de policier ne le sont pas en réalité. Il y a un phénomène éclaireur, il y a un phénomène maître volontaire aujourd'hui qui y mettent même des tenues, qui font d'office de policier. Moi, chez moi, dans mon quartier, les éclaireurs et les maîtres volontaires sont plus nombreux que le policier formé. Vous imaginez? Ils viennent en appui à la police puisque la police est en manque d'effectifs. Vous allez vous rendre compte que dans les calculs effectifs total de la police, un policier sécurise au moins 500 paisibles citoyens. Mais prenons le cas de l'entrée. Prenons le cas de l'entrée de Mbosso. Nous avions vu simplement cet extrait. Au-delà du fait qu'on a vu les policiers en tenue avec Mbosso, on a vu d'autres policiers en veste. Mais il y avait encore une autre catégorie de policiers aux côtés de Mbosso en tenue verte. Je me demande pourquoi tous ces dispositifs sécuritaires pourraient être l'individu à deuxième vice. Non, là n'est pas le problème. Le problème, c'est à l'effectif. La police a un problème d'effectif. J'ai toujours dit mais pourquoi pas récupérer tous ces gens, les ramener là-bas dans le mais les institutions et les personnalités publiques ont besoin de la sécurité. C'est très primordial. On ne va pas condamner Mbosso puisqu'il a des policiers autour de lui. C'est un problème d'allouer assez d'effectifs à la police. J'ai toujours dit que le recrutement qu'on lance à l'armée ici, c'est une bourde. C'est une, on appelle en français une poudre de perlimpinpin. Les recrutements devaient se faire à la police. L'armée n'a jamais eu un problème d'effectifs. Le recrutement devait se faire. Puisque dans ce petit nombre restreint, cher Nathan, vous allez voir que certains sont encore alloués aux institutions, aux personnalités publiques, même aux Libanais, autant d'autres qui peuvent avoir des policiers. Et le nombre est réduit. Comment cette police va faire face à des jeunes Koulouna et ils sont
à 5 dans un poste de police. Merci. Les conditions aussi, je vais terminer par les conditions aussi. Mais la police travaille dans quelles conditions, cher Nathan? Ce sont dans les bicoques, ce sont dans les maisons en tôle peinturées en bleu, police Lambalia. Ce sont dans les containers qui chauffent. Vous allez travailler dans un pays tropical comme le nôtre, à l'intérieur d'un conteneur. Vous n'allez pas les faire. Les conditions aussi font d'office de réguler ces problèmes de sécurité. Je donne beaucoup de chance à Maître Jacquemain Chabani, puisque nous avons vu de bavures avec... D'abord, ce problème de sécurité, il faudrait, avant de terminer, rappeler que l'UDPS est acteur principal. Depuis l'accession au pouvoir, le ministère de l'Intérieur a toujours été géré par l'UDPS. Gilbert Kabanda, Daniel Asselo, Peter Kazadi. Aujourd'hui, Maître Jacquemain Chabani, au sein de l'UDPS. Donc, il faudrait aussi rendre compte, il ne faut pas dire ici qu'il y a eu des espèces sonnantes, on me mettait de croc à jambe, ainsi de suite, puisque vous avez la gestion de la chose publique et vous n'avez pas pu relever le défi. Je donne assez de chance en tant que républicain, mais je ne pense pas que le défi sera relevé. Très bien, merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, cette émission est complètement terminée. Merci à vous tous de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. C'est ML13 Télévision que voulez-vous? Vous avez du temps? Oui. Une minute. Une minute. Non, 30 secondes chacun, s'il vous plaît. Ok. 30 secondes chacun. Pour conclure. 30 secondes. Je commence avec Jonas Champa. 30 secondes. 30 secondes, oui. Au fait, la question de création d'emplois, pour y arriver, c'est aussi simple que cela. On a beaucoup d'entreprises ici qui font de l'exploitation minière au Katanga, ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui applaudissent ce qui se fait là-bas au Katanga, Lualaba, ainsi de suite, mais je ne sais pas combien de jeunes ont eu des emplois. Parce que jusque-là, nous ne faisons que du troc. Rien d'autre que du troc, Nathan. On exporte à l'état brut et on ne gagnera rien. Ce sont nos minéraux qui créent de l'emploi ailleurs. Il faut transformer ici. Qu'est-ce qui manque qu'on puisse conditionner à ces gens d'implanter des usines de transformation des produits finis ici en République démocratique du Congo? Si on les fait, on aurait résolu les problèmes d'emploi. Merci. Très bien. Allez, pareil pour John Sasson ou 30 secondes. Je réponds juste à la question de Exaucé. C'est une question pertinente. Il veut savoir pourquoi la Constitution exige au président de la République de nommer un non-fermateur. Non, à quoi servent les constitutions? C'est ça, en fait. Vous n'avez pas droit C'est quand on est question, s'il vous plaît. Je vais répondre. C'est constitutionnel. Nous sommes dans un régime complètement différent du régime français. En France, la nomination du Premier ministre, c'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. C'est que le président peut nommer un ministre, n'importe lequel, sans tenir compte de la majorité parlementaire. Tandis que chez nous, pour nommer un Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire. Et lorsque le président de la République, qui bénéficie de la majorité présidentielle, n'a pas la majorité parlementaire, ce qu'on appelle en droit constitutionnel, le fait majoritaire, il a l'obligation constitutionnellement de nommer un informateur qui doit identifier une autre majorité au sein du Parlement. Et si le formateur constate au sein du Parlement qu'il n'y a pas de nommer un informateur quand on sait que l'Union sacrée est la majorité. Il y a l'opportunité, parce que l'Union sacrée n'est pas un parti politique ni un regroupement, parce que il n'y a aucun député qui est parti aux élections au nom de l'Union sacrée en tant que regroupement politique. L'Union sacrée est composée des partis politiques qui ont chacun ses députés qui devaient s'unir pour créer une majorité parlementaire qui nous a donné Judith comme Premier ministre. Très bien, merci beaucoup John Sassongo. 30 secondes, 30 secondes. S'il vous plaît, vous êtes un homme de texte. Vous vous contredisez à chaque fois. Comment vous pouvez, vous, dire que l'Union sacrée n'est pas... vous avez évoqué quel terme? L'Union sacrée, c'est une fiction. C'est la fiction c'est la fiction de la vision du chef de l'État. Et la majorité des partis politiques qui acceptent d'adhérer dans la vision du président de la République adhèrent à l'Union sacrée. Très bien, merci s'il vous plaît. 30 secondes. Comment vous pouvez soutenir une plateforme, qu'elle soit politique ou électorale, qui n'a pas de documents, qui n'a pas de F92? Non, s'il vous plaît. Il y a des documents. Si, il y a des documents. L'Union sacrée est légale. L'Union sacrée est légale. Non, s'il vous plaît. Si l'Union sacrée est légale, vous aurez des candidats de l'Union sacrée écrit Union sacrée. C'est que
L'union sacrée est différente. C'est que José ne comprend pas. C'est que tu dois comprendre, l'union sacrée est complètement différente. S'il vous plaît, N'est pas une plateforme Il n'a même pas de électorale. siège. L'union sacrée n'a même pas de siège. J'ai dit, l'union sacrée Non, non, je me donnerai la parole. John. L'union sacrée n'a même pas de siège. L'union sacrée n'a même pas de Mais j'ai dit, l'union sacrée n'est pas à confondre avec une plateforme électorale. Ce n'est pas une plateforme électorale, exaucée. Vous devez comprendre que l'union sacrée, c'est la fiction de la vision du chef de l'État. C'est une fiction qui reflète la vision du chef de l'État. C'est complètement différent d'un regroupement d'un parti politique. C'est ça, Coupez-moi tous les micros. Non, non, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non, attendez. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Allez-y. 10 secondes, 10 secondes. L'union sacrée est une plateforme, tu as dit électorale. Comment tu te comptes? Tu dis une S'il vous plateforme plaît. électorale. Non, mais qui n'a pas elle n'est pas une. Allez, s'il vous plaît. L'union sacrée n'est pas une S'il vous plaît. C'est quelle plateforme alors? C'est quoi? Quelle est les statistiques? C'est une plateforme politique. Merci. J'ai dit merci. Qui reflète la vision du chef de l'État. C'est la vision. L'union sacrée est une fiction. On a compris. L'union sacrée est une fiction. Coupez-moi tous les micros. Coupez-moi tout le micro. Merci Issa. Non, non, allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je dois conclure l'émission. Il a bien dit que c'est une fiction. Allez, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci d'avoir suivi cette émission de jeunes intelligents qui ont chacun donné un avis particulier sur la formation du gouvernement, les 6 piliers, l'insécurité à l'Est, la délinquance juvénile, avec ces 3 jeunes, Jonas Champa, qui est porte-parole des communicateurs, c'est avec Jonas Champa, John Sassongo, Exaucé Kiala, on a pu en tout cas discuter pendant 1 heure sur cette question importante. Merci beaucoup Jonas Champa, porte-parole de l'école de communicateurs, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Nathan, c'est moi qui vous remercie. Merci également à John Sassongo, porte-parole du parti politique Force de Patriotes. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, Nathan. Et passer mes salutations et mes félicitations à mon aîné, monsieur Honoré Mvoula. Il a prêté serment, il est officiellement devenu avocat. Je pense que il a renouvelé son serment. Merci pour la précision. Je pense que à tout moment que l'ANER va m'inquiéter, il sera à mes côtés pour me défendre. Son travail, c'est de défendre tout citoyen. Très bien, mais particulièrement moi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, Exaucé Kiala, indépendant, analyste indépendant. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Très bien, à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers la République. Merci de la confiance renouvelée à ce magazine, aussi à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Je pense que après ici, je pourrais recevoir l'invitation de la part du service du protocole du président de la République, parce que moi également je dois être présent, parce que j'aurais appris que ça fête déjà là-bas, ça s'est fait à la cité de l'OIA, j'aurais appris, je l'ai dit au conditionnel. Après, non, conditionnel, papa. J'aurais appris que là, en fait, passez-moi aussi l'invitation, on va fêter ensemble avec le président de la République. Hein? Allez, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se salue en toute sportivité, parce que, au-delà du fait que nous sommes politiques, nous sommes également des sportifs.